Chers abonnés de Conte Africain 225, aimez les vidéos pour nous encourager, juste un j'aime ou un like sur la vidéo. Bienvenue sur le Conte Africain 225. Aïe, Rabaï. Enfin, elle est dans le lit de mon mari. Dans les villages reculés de l'Afrique de l'Ouest, là où les traditions ancestrales se mêlent aux réalités modernes, les histoires de femmes se racontent autour des feux de bois, dans les cours ombragés par les manguiers centenaires. Ces récits portent en eux la sagesse des anciens et les larmes de celles qui ont souffert avant nous. L'histoire que je m'apprête à vous conter n'est pas une simple fable. C'est le reflet d'une réalité que beaucoup de femmes africaines connaissent dans leur chair, dans leur âme brisée, dans leur nuit sans sommeil. C'est l'histoire de l'amitié trahie, de la jalousie dévorante et de cette vérité que nos grands-mères répétaient, ce qui brille n'est pas toujours or. Dans nos sociétés, l'amitié entre femmes est sacrée. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à partager, à nous soutenir, à être les gardiennes les unes des autres. Mais parfois, cette même proximité devient le terreau fertile de la comparaison, de l'envie et ultimement de la destruction. Comment peut-on désirer ce qui appartient à celle qu'on appelle sœur? Cette histoire nous vient du Togo, de la verdoyante région de Kapalimé, là où les rivières serpentent entre les collines et où les femmes portent encore les pagnes colorés de leurs ancêtres. Elle parle de deux fillettes qui ont grandi ensemble, partageant tout, des secrets les plus intimes aux rêves les plus fous. Elle parle aussi de comment un homme peut devenir l'instrument de destruction d'une amitié éternelle. Mais surtout, cette histoire nous enseigne que lorsqu'on vole le bonheur d'autrui, on hérite aussi de ses fardeaux. Car dans ce monde, rien n'est gratuit, et les dieux de nos ancêtres veillent toujours à ce que justice soit rendue, même si cette justice prend des chemins que notre esprit limité ne peut comprendre. Préparez votre cœur à recevoir cette histoire. Peut-être qu'à la fin de ce récit, vous regarderez différemment cette voisine dont vous enviez la maison, cette collègue dont vous jalousez le mari, cette amie dont la vie vous semble plus douce que la vôtre. Voici donc l'histoire d'Amara et de Chioma, deux filles du Togo, unies par le destin, séparées par la jalousie. Installez-vous, car ce voyage touchera votre âme. Dans un village reculé de Kapalimé, au Togo, en juillet 1985, Amara pousse son premier cri. Sa mère Ngozi, 28 ans, sait que cet enfant sera spécial. Mamé Diarra, la sage-femme de 70 ans, qui a mis au monde 3 générations, voit dans les yeux du bébé une lueur particulière, cette intelligence vive qui caractérise les femmes de leur lignée. Un destin extraordinaire commence ce matin pluvieux. 3 cases plus loin, après 2 jours de douleur, Chioma vient au monde au crépuscule. Ada, 26 ans, épuisée mais soulagée, serre son bébé fragile. Mame Diarra murmure une prière ancestrale. Ces 2 filles, nées le même jour, sont destinées à marcher ensemble sur le chemin de la vie. Les anciens voient dans cette coïncidence un signe des dieux. 2 âmes liées par le destin viennent d'entrer dans ce monde. Le père d'Amara, Chidi, 35 ans, est pêcheur, partant chaque matin avant l'aube. Sa femme Ngozi vend des beignets pour compléter leurs revenus modestes. Leur voisin Olumide, 38 ans, fonctionnaire respecté, se rend au travail à vélo chaque jour. Sa femme Ada, 26 ans, gère leur maison avec rigueur. 2 familles de conditions différentes, unies par le destin de leur fille, née le même jour. À 3 ans, Amara et Chioma sont inséparables. Amara, la plus téméraire, grimpe aux arbres, défie les garçons à la course, entraîne toujours Chioma dans 1000 aventures. Chioma, plus réservée, suit en admirant le courage de son amie. Leur mère, Ngozi et Ada, devenues amies proches, les regardent grandir ensemble comme 2 sœurs que le ciel a unies. Une amitié pure et innocente commence. À 6 ans, elles commencent l'école ensemble, main dans la main. Amara se révèle brillante dès les premiers jours, posant des questions pertinentes, ses cahiers toujours impeccables. Les maîtres voient en elle une future intellectuelle. Chioma a plus de difficultés, les lettres dansent devant ses yeux, mais sa beauté naissante compense. 2 chemins différents commencent à se dessiner, mais leur amitié reste forte. À 14 ans, le contraste s'accentue. Amara excelle académiquement, rêvant d'université et de médecine. Chioma devient d'une beauté saisissante, peau d'ébène lumineuse,
traits rappelant les reines d'Égypte. Les garçons inventent des excuses pour passer devant sa maison. Amara comprend que dans ce domaine, son amie la surpasse, mais cela ne la dérange pas. Chacune admire chez l'autre ce qu'elle n'a pas. L'année du baccalauréat arrive. Amara, 18 ans, décroche son diplôme avec mention, première de sa lignée à ce niveau. Son père pêcheur pleure de joie. Chioma échoue pour la 3e fois. Quelque chose se brise en elle ce jour-là. Pour la première fois, elle entend de la condescendance dans les mots de réconfort d'Amara. La jalousie plante ses premières graines dans son cœur meurtri. À 19 ans, Amara obtient une bourse pour la médecine à l'université de Lomé. Le jour du départ, tout le quartier vient saluer cette fille qui les rend fiers. Chioma est au premier rang, agitant la main, criant des encouragements, mais son cœur saigne. Amara part vers un avenir brillant. Elle reste sans diplôme, sans perspective. Elles promettent de s'écrire chaque semaine. La distance commence à les séparer. Les années passent. Pendant qu'Amara étudie, Chioma, 23 ans, trouve sa voie dans le commerce. Sa mère l'initie à la vente de tissus. Elle découvre un réel talent. Sa beauté attire les clients. Son sens de la persuasion conclut les ventes. En quelques années, elle développe un commerce florissant, gagne son indépendance. Mais elle attend toujours l'homme qui sera digne d'elle, son prince charmant. Cette même année, Obinna Ndiaye, 28 ans, ingénieur informaticien de Lomé, entre dans sa vie. Leur rencontre au marché produit une étincelle immédiate. Grand, éduqué, lunettes lui donnant un air intellectuel, charme discret, il représente tout ce dont Chioma a rêvé. Le prince charmant tant attendu semble enfin arriver. Il revient le lendemain, puis le surlendemain, prétextant des achats improbables. Leur histoire commence. Obinna respecte les traditions. Il se présente officiellement à la famille de Chioma, demande la permission de la courtiser. Olumide voit en lui le gendre idéal. Éduqué, bon travail, avenir prometteur. Chioma écrit une longue lettre à Amara pour annoncer la nouvelle, décrivant Obinna en termes dithyrambiques. Amara, en 5e année de médecine, répond avec enthousiasme, se réjouissant sincèrement du bonheur de son ami. 6 mois plus tard, Obinna demande officiellement la main de Chioma. La cérémonie de fiançailles est grandiose, rassemblant les deux familles. Chioma porte un boubou blanc brodé d'or qui magnifie sa beauté éclatante. Ce jour-là, elle est la plus heureuse des femmes. Son rêve se réalise enfin. Le mariage est prévu pour l'année suivante. Tout semble parfait dans sa vie. Le mariage est célébré en grande pompe l'année suivante. Amara, terminant ses études, ne peut y assister, retenue par des examens cruciaux. Elle envoie un cadeau somptueux et une lettre d'excuse. Chioma est déçue, mais son bonheur éclipse tout. Les premiers mois sont idylliques. Obinna muté à Lomé définitivement, il s'installe dans une jolie maison du quartier résidentiel. Chioma abandonne son commerce pour être l'épouse parfaite. Progressivement, les fissures apparaissent. Obinna, l'homme parfait, révèle sa vraie nature. Il est obsédé par le contrôle. Il veut savoir où Chioma va, qui elle voit, chaque instant. Au début, elle interprète cela comme de l'amour, de la protection. Mais les questions deviennent des interrogatoires. Il critique sa cuisine, trop salée, pas assez épicée, mal présentée. Puis sa façon de s'habiller, ses amitiés. La première gifle tombe un soir où elle a oublié de repasser une chemise. Elle reste figée, main sur sa joue brûlante, incapable de croire ce qui vient de se passer. Obinna s'excuse immédiatement, pleure presque, jure que cela ne se reproduira plus. Elle lui pardonne, attribuant cet écart à la fatigue. Mais cela se reproduit, encore et encore. Les gifles deviennent des coups, les insultes, quotidiennes. Chioma cache tout à sa famille. Elle porte des manches longues pour dissimuler les bleus, un sourire forcé pour masquer sa détresse. Sa mère Ada sent que quelque chose ne va pas, mais Chioma nie farouchement. Un mariage, c'est sacré. On n'étale pas ses problèmes. Elle apprend à marcher sur des œufs, à anticiper les humeurs d'Obinna, à s'effacer complètement pour éviter sa colère. Chioma, je suis vraiment désolée. Vous avez fait une fausse couche. Non, non, pas mon bébé. Chioma tombe enceinte à 2 reprises, mais perd les 2 bébés à cause des coups. Obinna la blâme pour ses fausses couches, ajoutant la culpabilité à ses fardeaux.
Elle n'est même pas capable de lui donner un enfant, répète-t-il avec mépris. Les années passent dans cette prison dorée. Elle qui était si fière, si belle, si vivante, devient l'ombre d'elle-même, une femme brisée. Pendant ce temps, la vie d'Amara suit un cours différent. Après avoir brillamment terminé médecine, elle fait sa spécialisation en pédiatrie. À 30 ans, elle travaille à l'hôpital principal de Lomé, avec une réputation d'excellence. Ses collègues l'admirent, ses patients l'adorent. Mais elle n'est toujours pas mariée, ce qui fait jaser au village. Sa mère la presse de trouver un mari. Elle résiste, voulant le vrai amour. Puis Ibrahim entre dans sa vie. Ibrahim Sow, 35 ans, chirurgien cardiovasculaire, 5 ans son aîné. Ils se croisent à l'hôpital, puis vraiment se parlent lors d'une conférence médicale. Ils découvrent qu'ils partagent tout. Même valeurs, même rêves, même humour. Leur relation se développe lentement, construite sur respect mutuel et complicité intellectuelle. Ibrahim n'est pas le plus beau, mais il a une gentillesse sincère. Il se marie 1 an plus tard, cérémonie simple et élégante à Lomé. Chioma ne peut y assister. Obinna refuse catégoriquement qu'elle voyage seule et n'a aucune intention de l'accompagner. Chioma envoie un cadeau et une lettre d'excuse, le cœur lourd. Les 2 amis ne se sont pas vus depuis des années. Les lettres se sont espacées, puis raréfiées. La vie les a entraînés dans des directions différentes. 5 ans après leur mariage, Amara et Ibrahim décident de s'installer à Lomé. Ibrahim est nommé chef du service de chirurgie du nouvel hôpital régional et Amara obtient un poste de pédiatre dans la même structure. C'est une opportunité professionnelle extraordinaire, mais aussi un retour aux sources pour Amara, qui n'a jamais cessé de rêver de servir sa communauté d'origine. Le couple achète une belle maison dans le quartier de Nema, pas très loin de celle de Kioma. Les retrouvailles sont inévitables. Un dimanche après-midi, Amara se présente chez Kioma, le cœur battant d'excitation. Quand Chioma ouvre la porte, les 2 femmes restent un moment à se regarder, submergées par l'émotion. Amara est frappée par le changement chez son amie. Les 2 femmes s'installent au salon et parlent pendant des heures, essayant de combler les années de silence. Amara raconte sa vie à Lomé, ses études, sa carrière, son mariage avec Ibrahim. Elle parle de son mari avec une tendresse évidente. Chioma écoute, sourit, pose des questions. Mais elle ne parle presque pas de sa propre vie, répondant par des généralités évasives. Les semaines suivantes, Amara et Chioma se revoient régulièrement. Amara remarque des détails troublants. Les bleus que Chioma maquille maladroitement, sa façon de sursauter au moindre bruit, sa nervosité quand l'heure du retour d'Obinna approche. Un jour, Amara passe à l'improviste et trouve son ami en larmes, le visage tuméfié. Ce jour-là, les digues cèdent et Chioma lui raconte tout. Amara est horrifiée. Comment cet homme qu'on lui avait décrit comme parfait pouvait-il être un tel monstre? Elle supplie Chioma de partir, de le quitter, de venir vivre chez elle le temps de se reconstruire. Mais Chioma refuse. Partir? Pour aller où? Elle n'a plus rien. Obinna contrôle tout. Amara fait une promesse silencieuse. Elle fera tout pour aider son amie à sortir de cet enfer. Ce qu'Amara ne sait pas, c'est que ses visites fréquentes ont attiré l'attention d'Obinna. Un soir, rentrant plus tôt que prévu, il trouve Amara chez lui. Les 2 femmes prennent le thé au salon, riant d'une plaisanterie. Il observe cet inconnu qui semble si à l'aise dans sa maison et quelque chose remue en lui. Amara est belle, réalise-t-il. Cette nuit-là, Obinna bat Chioma avec une violence particulière. Il l'accuse d'inviter des étrangères chez lui sans sa permission, de comploter contre lui avec cette soi-disant amie. Chioma jure qu'Amara n'est qu'une amie d'enfance, que leurs conversations sont innocentes. Mais paradoxalement, il exige qu'elle continue à voir Amara. Il veut être présenté à elle et à son mari médecin. C'est ainsi que les 2 couples commencent à se fréquenter. Ibrahim et Obinna se découvrent des intérêts communs, ou du moins, c'est ce qu'Obinna laisse paraître. Devant les autres, il est charmant, attentionné, drôle. Personne n'imaginerait le monstre qu'il devient derrière les portes closes. Amara observe ses dîners avec un malaise croissant, mais elle ne peut rien dire. Plus Obinna fréquente Amara, plus il est fasciné. Cette femme a tout ce qui manque à Chioma, l'intelligence, l'éducation, la réussite professionnelle.
Quand elle parle, les gens écoutent. Il commence à fantasmer sur une vie avec Amara. S'il l'avait épousée, elle, au lieu de cette idiote de Chioma, où serait-il aujourd'hui? Ses pensées l'obsèquent de plus en plus. Mais Chioma remarque tout. Elle voit les regards que son mari lance à son ami. Elle entend le changement dans sa voix quand il parle d'Amara. Elle note qu'il s'habille plus soigneusement quand ils doivent voir les Sao. Et la jalousie, cette vieille ennemie qu'elle croyait avoir vaincue, revient en force. Mais cette fois, la jalousie prend une forme différente, plus sombre, plus perverse. Dans l'esprit torturé de Chioma, une idée commence à germer. Si Obina veut tant Amara, pourquoi ne pas lui donner ce qu'il désire? Peut-être que si Amara prenait sa place, elle serait enfin libre. Et puis, une partie d'elle voulait voir Amara souffrir comme elle avait souffert. Cette femme qui avait toujours tout eu méritait de connaître le même enfer qu'elle. Amara, Ibrahim est encore absent aujourd'hui. Oui, il est très occupé en ce moment. Je suis juste inquiète pour toi. Chioma commence à manipuler les événements. Elle encourage les tête-à-tête entre Obina et Amara, inventant des excuses pour les laisser seuls. Elle fait l'éloge de son mari devant Amara, le décrivant comme un homme merveilleux, incompris. Elle sème des doutes dans l'esprit d'Amara sur son propre mariage, suggérant qu'Ibrahim la néglige. C'était une stratégie perverse, née de la souffrance et de la jalousie. Amara rejetait ces insinuations, défendant Ibrahim avec véhémence. Mais les mots de Chioma laissaient des traces, comme un poison lent. Elle commença à regarder son mari différemment, à interpréter des comportements innocents comme des signes de culpabilité. Le couple, qui avait été si solide, commença à se fissurer. Les disputes apparurent. L'atmosphère à la maison devint tendue, froide. Obina, informé par Chioma des progrès du plan, jubile. Il commence à se manifester. Appels téléphoniques amicaux, visites impromptues quand Ibrahim est absent, mots de réconfort, oreilles attentives. Il joue son rôle à la perfection, celui de l'homme compréhensif. Amara, fragilisée, apprécie cette attention. Obina semble tellement différent. Peut-être s'était-elle trompée sur son compte. Mais avant que le plan d'Obina ne se concrétise, la vie offre un miracle à Amara. Elle découvre qu'elle est enceinte. La grossesse se passe bien, et au printemps suivant, elle donne naissance à une petite fille qu'ils appellent Awa. Le bébé est parfait, en bonne santé. Ce bonheur rapproche Amara et Ibrahim, réparant les fissures créées par les manipulations. Leur amour se renforce. La nouvelle de la naissance parvient aux oreilles de Chioma. Elle ressent un mélange d'émotions complexes. Quelque part au fond d'elle, elle est heureuse pour Amara. Mais la jalousie est là aussi, plus forte que jamais. Amara a tout maintenant, carrière, mari parfait et un enfant. Tout ce que Chioma avait toujours désiré et qu'on lui avait refusé. L'amertume grandit en elle comme un cancer. Obina, quand il apprend la nouvelle, a une réaction inattendue. Il devient encore plus obsédé par Amara. Cette femme qu'il désire est maintenant mère, épanouie, encore plus inaccessible. Et lui, il est coincé avec Chioma, cette épouse inutile qui n'a même pas été capable de lui donner d'enfant. Il commence à harceler Chioma à ce sujet, menaçant de prendre une deuxième épouse. Un jour, Obina formule l'impensable. Il veut Amara. Pas comme amante, pas comme maîtresse. Il veut l'épouser, en faire sa seconde femme, légitime. Et il demande à Chioma de l'aider. Chioma croit d'abord à une plaisanterie cruelle, mais Obina est sérieux. Il a tout planifié. Chioma doit se rapprocher d'Amara, regagner sa confiance, semer la zizanie dans son couple. Chioma est prise au piège. Elle hait Obina. Elle hait ce qu'il lui demande. Mais elle a trop peur pour refuser. Et quelque part, cette petite voix sombre murmure que c'est peut-être une solution. Si Obina épousait Amara, il la laisserait tranquille. Toute son attention, toute sa violence, serait dirigée vers l'autre. Elle serait enfin libre, ou du moins libérée du pire. Où était passée la jeune fille qu'elle avait été? Elle commence à mettre le plan en œuvre. Se rapprocher d'Amara n'est pas facile. Cette dernière garde ses distances, polie mais froide. Chioma déploie des trésors de patience et de manipulation. Elle prétend avoir enfin quitté Obina, qu'ils vivent séparés. Elle demande pardon pour ce qui s'est passé, pleure des larmes pas entièrement feintes. Amara, qui n'a jamais cessé d'aimer son ami, lui donne une nouvelle chance. Ibrahim est encore absent?
Oui, il est très occupé à l'hôpital. J'espère qu'il n'y a pas d'autres distractions. On entend des histoires sur les médecins. Chioma exécute la seconde partie du plan. Elle observe le couple d'Amara, cherchant les failles. Elle découvre qu'Ibrahim travaille énormément, souvent absent. Qu'Amara se sent parfois seule, dépassée par la maternité et la carrière. Chioma commence son travail de sape. Subtilement, elle fait remarquer combien Ibrahim est absent. Elle plante des graines de doute, de ressentiment. Elle suggère même qu'il a peut-être des aventures. Le couple, qui avait été si solide, commence à se fissurer sérieusement. Les disputes apparaissent. Amara reproche à Ibrahim ses absences, son manque d'implication. Ibrahim, surpris par ces attaques, se défend maladroitement, ce qui alimente les soupçons. L'atmosphère à la maison devient tendue, froide. Obina, informée par Chioma des progrès du plan, jubile. Tout se passe comme prévu. Bientôt, Amara serait mûre pour tomber dans ses bras. Ibrahim me rend folle. Il ne comprend jamais. Je t'écoute, Amara, dis-moi tout. C'est si frustrant, j'ai besoin de soutien. Je suis là pour toi. Obina intensifie sa présence. Des appels téléphoniques pour prendre des nouvelles. Des visites impromptues quand Ibrahim est absent. Des mots de réconfort, des oreilles attentives. Il joue son rôle à la perfection. Amara, fragilisée par ses problèmes conjugaux, apprécie cette attention. Obina semble tellement différent maintenant, doux, attentionné, à l'écoute. Peut-être que Chioma avait exagéré ses défauts. Elle ne voit pas le piège qui se referme sur elle. Un soir, tout bascule. Ibrahim doit partir en urgence à Accra pour une opération complexe. Il sera absent plusieurs jours. Amara, restée seule, a eu une journée terrible au travail. Et le bébé Hawa n'a pas cessé de pleurer. Elle est épuisée, à bout de nerfs. Chioma l'appelle en pleurs. Obina l'a battue particulièrement violemment ce soir-là. Elle a besoin de soins. Amara se précipite chez son amie. Quand Amara arrive, Obina est sortie, partie boire sa colère dans un bar. Elle soigne Chioma, nettoie ses plaies, lui donne des antidouleurs. Puis elle insiste pour qu'elle vienne passer la nuit chez elle, loin de ce monstre. Pour la première fois, Chioma accepte. Les deux femmes passent la nuit à parler, comme au bon vieux temps. Chioma pleure dans les bras d'Amara, lui racontant tout ce qu'elle a enduré. Amara pleura aussi, de rage et d'impuissance. Elle supplia encore son amie de quitter cet homme, promettant de l'aider par tous les moyens. Chioma sembla céder. Oui, elle allait partir. Elle en avait assez. Elle allait refaire sa vie. Amara proposa de l'héberger le temps qu'elle trouve une solution, l'aiderait à trouver du travail. Tout irait bien. Les deux amies s'endormirent épuisées, pleines d'espoir pour l'avenir. Ouvre! Je veux voir Chioma! Elle n'est pas là, laisse-lui du temps. Écarte-toi ou je défonce tout! Non. Mais le lendemain matin, tout bascula. Obina, ayant découvert la disparition de sa femme, était fou de rage. Il l'avait cherchée toute la nuit, interrogeant voisins et proches. Quand il comprit qu'elle était chez Amara, il débarqua comme une furie. Amara lui ouvrit la porte, pensant pouvoir le raisonner. Elle lui dit calmement que Chioma avait besoin de temps, qu'il devait changer son comportement. Ce qui se passa ensuite resta flou dans la mémoire d'Amara. Il y eut des cris, des menaces, puis une bousculade. Obina, ivre de rage et d'humiliation, perdit tout contrôle. Il poussa Amara violemment. Elle tomba. Sa tête heurta le coin d'un meuble. Un craquement sinistre. Elle perdit connaissance. Le sang commença à couler. Chioma hurla. Le bébé Hawa pleura. Le cauchemar venait de commencer. Quand Amara se réveilla, elle était à l'hôpital. Ibrahim, rappelé d'urgence, était à son chevet, le visage ravagé par l'inquiétude. Elle avait une commotion cérébrale et plusieurs contusions, mais elle s'en sortirait. Chioma, elle, était retournée avec Obina. Dans le chaos qui avait suivi la chute, Obina lui avait promis que tout serait différent, qu'il changerait. Et elle l'avait cru, ou peut-être avait-elle été trop terrifiée pour refuser. C'est une voisine, alertée par les cris, qui avait appelé les secours. Ibrahim voulut porter plainte contre Obina, mais Amara, à son réveil, refusa. Elle ne pouvait pas faire ça à Chioma. Si Obina était arrêtée, son amie serait marquée au fer rouge. Elle décida de pardonner, mais aussi de prendre ses distances. Elle ne pouvait plus fréquenter ce couple toxique. C'était déchirant, mais nécessaire. Pourquoi, Obina? Tu avais promis.
Tu ne comprends jamais. C'est ta faute. Je ne me reconnais plus. Les mois qui suivirent furent difficiles pour tout le monde. Amara se remit physiquement, mais émotionnellement, elle portait une blessure profonde. La trahison de Chioma, car c'en était une d'être retournée avec cet homme, l'avait marquée. Chioma, de son côté, vivait un enfer renouvelé. La promesse de changement d'Obina n'avait duré que quelques semaines. Il était redevenu le même monstre, peut-être pire encore. Et maintenant, elle n'avait même plus Amara à qui parler. Sa famille, humiliée par les événements, prit ses distances. Les gens savaient maintenant la vérité sur son mariage, sur sa complicité dans le complot contre Amara. Elle était montrée du doigt, chuchotée sur son passage. Elle qui avait été si belle, si admirée, n'était plus qu'une femme brisée, objet de pitié et de mépris. Chioma, 38 ans, vit maintenant dans un isolement croissant. Les gens du marché la regardent avec mépris, chuchotent sur son passage. Personne ne veut acheter ses tissus. Elle rentre chaque soir les mains vides, sachant qu'elle devra affronter la colère d'Obina. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Obina a un plan, et elle en est la pièce maîtresse malgré elle. Tu vas droguer Amara avec ça, sinon tu en subiras les conséquences. Non, je ne peux pas. Tu n'as pas le choix. Tu es piégé. Chioma vit sous une pression psychologique insoutenable. Obina lui impose un choix cruel. S'il n'obtient pas ce qu'il désire d'Amara, elle en subira les conséquences les plus terribles. Il a déjà tout planifié. Il lui montre un produit soporifique, lui explique ce qu'elle doit faire. Brisée, terrorisée, voyant qu'il n'y a aucune échappatoire, Chioma cède. Elle accepte l'impensable. Chioma invite Amara chez elle, lui faisant croire qu'Obina est partie en voyage d'affaires pour toute la semaine. Amara, qui a maintenu une distance prudente ces derniers temps, accepte néanmoins, touchée par l'invitation. Elle arrive avec des gâteaux, heureuse de retrouver son amie dans un contexte enfin sûr. Elle ne se doute de rien. Le piège se referme lentement. Au cours de leur échange, Chioma sert le café. Ses mains tremblent tellement qu'elle manque de renverser les tasses. Amara remarque son agitation, lui demande si tout va bien. Chioma ment, prétextant la fatigue. Dans la tasse d'Amara, elle a discrètement ajouté le produit soporifique qu'Obina lui a fourni. Chaque gorgée qu'Amara prend enfonce un poignard dans le cœur de Chioma. Je me sens soudainement très fatiguée. Chioma? Peu après avoir terminé sa tasse, Amara commence à se sentir étrangement fatiguée. Elle lutte contre la somnolence, surprise par cette soudaine faiblesse. Elle essaie de se lever, mais ses jambes ne la portent plus. Chioma la regarde s'endormir, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quelques minutes plus tard, Amara est profondément endormie sur le canapé, totalement vulnérable. Le cauchemar commence vraiment. Obina, non! Je t'en supplie, arrête! Silence. Profitant de la situation, Obina, qui était caché dans la maison depuis le début, apparaît. Il n'était jamais parti en voyage. Chioma réalise l'ampleur de ce qu'elle a fait, l'horreur de sa complicité. Elle veut arrêter tout ça, mais il est trop tard. Obina abuse de la confiance et de la vulnérabilité d'Amara, pendant que Chioma, paralysée par la culpabilité et la terreur, reste prostrée dans le salon. De son côté, Ibrahim, mari d'Amara, s'inquiète de ne pas voir sa femme rentrer. Elle devait être de retour pour le dîner. Il essaie de l'appeler, mais son téléphone sonne dans le vide. L'inquiétude se transforme en angoisse. Il se souvient qu'elle avait mentionné aller voir Chioma. Avec le bébé Awa dans les bras, il décide de se rendre chez le couple. Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Amara, Chioma! Amara, Chioma! Ibrahim arrive devant la maison. Il frappe, appelle. N'obtenant aucune réponse malgré les lumières allumées, l'angoisse le submerge complètement. La porte n'est pas verrouillée. Il entre, le bébé contre lui, parcourant les pièces en appelant sa femme. Le silence est pesant, brisé seulement par les pleurs d'Awa. Puis il entend des sons venant de la chambre. Son sang se glace. En parcourant les pièces, Ibrahim découvre une situation insoutenable dans la chambre. Sous le choc absolu, il dépose le bébé Awa sur un fauteuil dans le couloir et une confrontation explosive éclate entre lui et Obina. La rage, la douleur, l'incompréhension submergeant Ibrahim.
Obina, pris en flagrant délit, tente de se justifier, ce qui ne fait qu'enrager davantage Ibrahim. Dans un moment de panique totale, de rage incontrôlable, le drame survient. La confrontation physique entre Ibrahim et Obina atteint un point de non-retour. Dans le chaos de la lutte, quelque chose de terrible se produit. Le silence qui suit est assourdissant, brisé seulement par les cris hystériques de Chioma qui a assisté à la scène et les pleurs du bébé Awa abandonné dans le couloir. Alertés par les cris, l'agitation et les pleurs du bébé, les voisins comprennent qu'un drame terrible se déroule. Quelqu'un appelle immédiatement la police et les secours. En quelques minutes, les sirènes retentissent dans le quartier paisible de Lomé. Les véhicules de police et l'ambulance arrivent en trombe. Les agents pénètrent dans la maison, se préparant au pire. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs pires craintes. À leur arrivée, une scène bouleversante s'offre aux forces de l'ordre. Un bébé en pleurs abandonné sur le canapé, Amara inconsciente et dans un état vulnérable, Chioma dans un état mental totalement instable, prostré et marmonnant de façon incohérente. Dans la chambre, Obina sans vie et Ibrahim totalement effondré, assis contre le mur, les mains tremblantes, en état de choc complet. C'est ma faute! C'est pas ma faute! Ibrahim est arrêté immédiatement et emmené en garde à vue, totalement détruit émotionnellement. Il ne résiste pas, ne dit rien, incapable de comprendre pleinement comment sa vie a basculé en un instant. Chioma, ayant perdu pied avec la réalité face à l'horreur de ce qu'elle a contribué à créer, est internée en hôpital psychiatrique. Elle oscille entre mutisme total et crise d'hystérie où elle se blâme pour tout. Amara est transportée à l'hôpital, inconsciente. Amara se réveille à l'hôpital plusieurs heures plus tard, profondément marquée et confuse. Les médecins lui expliquent qu'elle a été droguée. Progressivement, par bribes, elle commence à comprendre ce qui s'est passé. L'horreur, la trahison de Chioma, la violation. Et puis la policière lui annonce qu'Ibrahim a été arrêté, qu'Obina est mort. Le choc est si intense qu'elle fait une crise de panique. Les médecins doivent la calmer. Amara sort de l'hôpital une semaine plus tard, physiquement guérie mais émotionnellement dévastée. Elle se retrouve seule avec bébé Awa, attendant le procès d'Ibrahim qui pourrait durer des mois. Elle a dû quitter leur belle maison, trop de souvenirs douloureux, et s'installer dans un petit appartement avec l'aide de ses parents. Elle porte un triple fardeau, le traumatisme du viol, la trahison de sa meilleure amie et l'absence de son mari emprisonné. Chaque jour, elle se bat contre les regrets qui la rongent. Si seulement elle avait vu les signes, si seulement elle n'avait pas fait confiance à Chioma, si seulement elle était rentrée plus tôt. Les si seulement la hantent jour et nuit, ajoutant la culpabilité au traumatisme. Elle s'en veut d'avoir bu ce café, d'avoir été naïve, d'avoir mis sa famille en danger par sa confiance aveugle. Ses regrets sont injustes, elle est la victime, mais il ne la quitte pas. Ibrahim, je ne t'en veux pas, je comprends. Je détruis notre vie. Non, nous survivrons. Awa, mon bébé. Quand les visites sont autorisées, Amara vient voir Ibrahim chaque semaine avec Awa. Ces visites sont déchirantes. Ils se parlent à travers une vitre, incapables de se toucher. Ibrahim porte le poids de la culpabilité d'avoir détruit leur famille. Amara essaie de le rassurer, mais elle-même est brisée. Ils pleurent ensemble, séparés par le verre, deux victimes d'une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver. Amara vit dans l'attente du procès, espérant que la justice reconnaîtra les circonstances exceptionnelles. En attendant, elle survit plus qu'elle ne vit, portant le poids écrasant du traumatisme, de la solitude et des regrets qui ne la quittent jamais. Les graines que nous plantons dans notre cœur déterminent la récolte de notre vie. La jalousie, la violence et la peur créent une spirale de destruction. Fuyez la violence avant qu'elle ne fasse de vous son complice. Aidez ceux en danger, même si cela brise une amitié. Une vie ne revient jamais. Plantez le courage, la compassion, la vigilance. Nos voix s'élèvent, de Car l'individuel seul à le l'universel. courage brise le Tragédie cycle passée forge fatal l'espoir. Un avant qu'il ne avenir soit commun trop nous tard. attend. Merci d'avoir suivi cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 pour plus d'histoires inspirantes. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.